régime? Bon, le régime, je crois qu'il était encore assez solide, Oui. car il y avait les victoires allemandes qui avaient favorisé ça. Mais on commence à discuter, Oui. on commence à avoir des doutes. Et vous avez des souvenirs personnels de ces doutes ou de quelque chose? Oui, je me rappelle assez bien que par exemple, je circulais en bicyclette, en vélo, dans la campagne de Mantoue, et je me rappelle une fois des paysans qui étaient groupés, et c'était le soir, il y avait beaucoup de moustiques, et l'un d'eux crie « Que Dieu te maudisse, Mussolini », en jouant sur les mots italiens entre Mussolini et Moscerini, que ça veut dire moustique. Écoutez, on va voir, selon l'usage, les actualités allemandes d'abord, et vous l'interromprez quand vous le souhaitez, puis ultérieurement les anglaises, et on va commenter ça ensemble. Vor wenigen Monaten wurde im Staate Washington mit der Tacoma Narrow Bridge die drittgrößte Hängebrücke der Welt fertiggestellt. Ihre starken Schwingungen brachten ihr bald den Spitznamen Galoppierende Gerda ein. Jetzt wurde ihr der erste winterliche Wirbelsturm zum Verhängnis. Ein Professor der Universität Washington, der die Ursache der starken Schwingungen untersuchen wollte, wurde Zeuge dieser Katastrophe, die er geistesgegenwärtig mit einer Schmalfilmkamera aufnahm. $6,5 Millionen kostete diese Brücke, die man ein neues Wunder der Technik nannte. In wenigen Minuten wurde sie völlig zerstört, vom Winde verweht. In Paris fand für Jean Chiappe eine würdige Trauerfeier statt. Chiappe, der neu ernannte französische Oberkommissar für Syrien, wurde auf seinem Flug nach Afrika von einem englischen Jäger über dem Mittelmeer feige abgeschossen. Mit diesem Meuchelmord an einen führenden Mann einer noch kürzlich verbündeten Nation dokumentierte Winston Churchill aufs Neue den wahren Charakter Englands. An Bord eines französischen Schlachtschiffes zeichnete Admiral Darlan durch Überreichung von Orden und Ehrenzeichen französische Seeleute aus, die den feigen Überfall starker englischer Streitkräfte auf Oran abwehrten. Das englische Piratenstück forderte damals 1300 Todesopfer. Auf Anordnung des Führers wurden die sterblichen Überreste des Herzogs von Reichstadt, des Sohnes Napoleons I. von Wien nach Paris überführt. Der Sarkophag auf dem Wiener Westbahnhof. Ankunft in Paris. Französische Gendarmerie bildet das Ehrengeleit. In der Mitte Admiral Darlan, der als Vertreter der französischen Regierung den Sarkophag übernahm und zugleich den Dank dafür überbrachte, dass der Sohn Napoleons nun nach Frankreich zurückkehren durfte. Im Invalidendom der Ruhestätte Napoleons wurde die Übergabe in feierlicher Weise vollzogen. Non, je voulais dire un mot sur Darlan. Darlan, c'est à cette époque-ci un personnage très important, car il a essayé une politique vis-à-vis de l'Allemagne qui a provoqué la méfiance de Mussolini. Et en effet, on dit même que l'agression à la Grèce de la fin d'octobre 1940 a été provoquée par la peur de Mussolini de voir un accord entre l'Angleterre, un traité de paix entre l'Angleterre et l'Allemagne, mais aussi par la peur d'une alliance entre la France de Vichy et l'Allemagne. Alors l'Italie serait restée dehors de ça et en quelque sorte, elle serait intervenue... Elle serait intervenue par casser les œufs dans le panier à cette politique d'Hitler qui était une politique assez... Et pour montrer qu'elle est dans la guerre. Et qu'elle est dans la guerre. Et pour empêcher ce rapprochement. Pour empêcher ce rapprochement. Oui, ça, c'est une considération qu'on ignore en France. Oui, on ne connaît pas ce point de vue.
Ce que je voulais ajouter concernant les images qu'on a vues juste avant, c'est un petit point de détail. Il est quand même assez étonnant que ce soit les Allemands qui montrent, et il n'y a que qui le montrent, les Français ne vont pas le montrer, les obsèques de Jean Chiappe. Car enfin, Jean Chiappe est un préfet de police qui a joué un rôle avant le 6 février 1934. Il était supposé appartenir plus ou moins, être sympathisant avec les ligues fascistes, plus ou moins. C'est vrai, c'est pas vrai, peu importe. Mais il a une image de fascisme pour les gens de gauche, n'est-ce pas? Bon. Et il est mort là lorsque Laval, qui connaissait un peu, l'avait nommé pour être haut commissaire. Or, les Français Pétain ne veut pas parler de ça parce que ça montrerait qu'il a des liens avec cette partie de l'opinion française, n'est-ce pas? Et personne n'a jamais parlé de ça, et ce sont les Allemands qui le glorifient. La deuxième remarque que je veux faire, c'est sur le sujet qui va venir, qui commence par une contre-vérité. Les Allemands vont parler de Lublin, d'une ville qu'ils considèrent comme allemande, alors que c'est une vraie ville polonaise qui date du XIe siècle. Et c'est leurs colons qui l'ont plus ou moins annexé, paralysé, et ils ont toujours voulu, les Allemands, laisser croire que les Polonais, c'était un peuple uniquement paysan, sans culture urbaine, sans civilisation, alors que chacun sait qu'à Lublin, il y a de très, très belles images de grand art qui datent du XIe siècle. Voilà. Lublin. Vor 800 Jahren wurde diese Stadt als deutsche Grenzsiedlung im Osten gegründet. Heute ist Lublin dicht an der deutsch-russischen Interessengrenze wieder Vorposten des Deutschtums. Die Vierjahresplan-Ausstellung, die als Wanderschau in allen Gauen des Reiches zu sehen war, wurde kürzlich auch in Lublin gezeigt. Auf Schloss Reisen bei Lissa wurde kürzlich die erste nationalpolitische Erziehungsanstalt des Wartegaus eröffnet. Morgenwäsche. Die Jungmannen, die hier in umfassender Weise geistig, charakterlich und körperlich erzogen werden, stellen eine Auslese der deutschen Jugend dar. Schloss Reisen ist vor allem für die Erziehung deutscher Jugend aus dem Osten bestimmt. Antreten zum Frühsport. Das Überwinden einer Eskaladierwand macht jedem Jungen Spaß. Auf den wissenschaftlichen Unterricht wird ganz besonderer Wert gelegt. Entscheidend für die Aufnahme in die Napola sind Charakter, Haltung und Begabung des Jungen, nicht Stand oder wirtschaftliche Stellung des Vaters. Das zum Beispiel ist der Sohn eines Landarbeiters. Der Sohn eines Fabrikbesitzers. Geschichtsunterricht. Der Sohn eines Bauern aus dem Warteland. Physikunterricht. Versuche zur Schießlehre. Auch der Turnunterricht steht im Dienste der Charakterbildung. Er erzieht zu Mut, Tapferkeit und Haltung und damit zum entschlossenen Handeln. Der Stabschef der SA, Viktor Lutze, feierte seinen 50. Geburtstag. Generalfeldmarschall von Brauchitsch überreichte dem Stabschef einen Ehrendolch des Heeres. Mit dieser Ehrengabe fand die enge Zusammenarbeit zwischen Heer und SA ihren sichtbaren Ausdruck. Mit Ritterkreuzen ausgezeichnete SA-Führer gratulieren ihrem Stabschef. Der Glückwunsch der Gruppen- und Obergruppenführer.
Reichsminister Darré und Reichsleiter Rosenberg gratulieren. Reichsminister Dr. Goebbels, der mit Stabschef Lutze bereits im Jahre 1924 im Ruhrgebiet zusammenkämpfte, spricht dem alten Kameraden seine Glückwünsche aus. Der Führer stattete seinem Stabschef bereits am Vorabend einen Besuch ab, um ihm persönlich seine herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Winter in Norwegen. Die Lappen ziehen mit ihren Rentierherden von den Bergen des Nordens zu Tal. Eine deutsche Polizeistreife. Sie hat den Auftrag, für ihre Abteilung Frischfleisch zu besorgen. Die gewünschten Tiere werden von der Herde getrennt und dann mit dem Lasso eingefangen. Das Tier wird ausgewogen. Ein guter Tropfen soll den Kauf besiegeln. Für die nächsten Tage ist ausgesorgt. An der Unterkunft Rentierfell neben Rentierfell. Über Mangel an Appetit kann man hier nicht klagen. Eine Minensuchflottille in einem Hafen an der Kanalküste. Kapitän zur See und Kommodore Ruge, der Führer der Minensuchboote, besichtigt den Verband. Verdiente Offiziere und Mannschaften erhalten das neue Minensuchabzeichen. Es ist der Lohn für eine zähe und gefahrvolle Arbeit. Die Flottille läuft aus. Der Tarnanstrich soll die Konturen der Boote verwischen und damit dem Gegner das Erkennen erschweren. Das Suchgerät wird ausgebracht. In geschlossenem Verband wird die See planmäßig abgesucht. Fahrwasserbojen werden geworfen. Sie sollen den Räumstreifen markieren. Zwischendurch wird Essen gefasst. Die Minen
Minen, die durch das Räumgerät von ihrer Verankerung gelöst wurden, sind hochgekommen und werden nun durch Beschuss unschädlich gemacht. Teils laufen sie voll Wasser und sinken auf dem Meeresboden. Teils werden sie durch den Beschuss zur Explosion gebracht. Das Maschinenpersonal schnappt frische Luft. Torpedoboote sichern die Arbeiten der Minensucher gegen überraschende feindliche Angriffe. Weit vorgeschoben überwachen sie die See um Englands Küste. Aufklärern an der Kanalküste. Ein Einsatz über Südengland wird besprochen. Jede Besatzung bekommt ihre genauen Befehle. Die Reihenbildkamera wird eingehängt. Die Kassette wird aufgesetzt. Diese Männer werden auf ihrem Flug weder von Kampfflugzeugen noch von Jägern begleitet. Ihre Arbeit dringt kaum in die Öffentlichkeit. Und doch ist sie von entscheidender Bedeutung für den Sieg. Im Tiefflug geht es über den Kanal. Ein feindlicher Frachter. Sofort wird Funkmeldung an eine Kampfstaffel gegeben. Sie soll dafür sorgen, dass dieses Schiff England nicht mehr erreicht. Über Dover. Rochester wird überflogen. Und hier über dem Flugplatz von Lyme, der tags zuvor von unseren Bombern vernichtend getroffen wurde. So ermittelt der Aufklärer nicht nur neue Ziele für unsere Kampfgeschwader, sondern stellt auch sofort die Wirkungen vorangegangener Angriffe fest. Aufgrund dieser Erkundungen werden dann die verschiedenen Verbände der Luftwaffe eingesetzt. Rückkehr in den Feldflughafen. Der Auftrag ist restlos erfüllt. Die Aufnahmen werden auf schnellstem Wege ins Labor gebracht. Der Film wird entwickelt und fixiert. Auf einer Trommel wird der Filmstreifen getrocknet. So ist der Film in kürzester Zeit fertig für die Auswertung.
Die Aufnahmen werden mit der Karte verglichen. Hier das Bild des Flughafens von Lyme. Das sind völlig zerstörte Flugzeughallen. Schwer getroffene Mannschaftsunterkünfte und Befehlsstellen. Das Rollfeld des Flughafens ist durch Reihenwürfe von Bomben für längere Zeit unbrauchbar gemacht worden. Besonders schwere Einschläge. Und hier ein Luftbild des Hafens von Southampton. Die im Hafen liegenden Schiffe werden zur Ermittlung ihrer Art und Klasse mit Modellen verglichen. Diese Kamerabeute soll sich lohnen. Was die Aufklärer Tag um Tag, bedroht von den feindlichen Jägern und der feindlichen Flak, in mühevoller Kleinarbeit zusammentragen, wird zur Unterlage für immer neue Operationen unserer Luftwaffe. Stukas starten! Im Sturzflug fällt die Staffel über den Hafen von Southampton her. Eine Einheit des Regimentes Großdeutschland auf dem Wege zur Einsatzübung im besetzten Gebiet. Die Fahrzeuge sind durch Maschinengewehre gegen überraschende Luftangriffe gesichert. Markierte Einschläge der feindlichen Artillerie. Herunter von den Fahrzeugen! Die Spitze eines starken Verbandes geht zum Angriff über. Durch Vernebelung soll dem Feind jede Beobachtungsmöglichkeit genommen werden. Eine während der Kämpfe im Westen völlig zerstörte und von der Bevölkerung gänzlich aufgegebene und verlassene Ortschaft ist im Zuge des Angriffs erreicht. Sie wird zum Schauplatz einer Straßenkampfübung. Die Aufgabe heißt, die Ortschaft von den letzten feindlichen Widerstandsnestern zu säubern. Besonders zäh verteidigte Widerstandsnester werden durch Handgranaten und Artilleriebeschuss sturmreif gemacht. Alle diese Männer sind kampferprobt. Sie haben in den schweren Kämpfen im Westen ihre Feuertaufe bestanden. So wie sie üben allerorts unsere zurzeit nicht kämpfenden Truppen und sind bereit zu neuem Einsatz. Corrado Vivanti, vous n'avez jamais vu ces actualités allemandes?
Enfant, bien sûr, c'était la C'est Luce. la première fois que en Italie, il y avait le film Luce. Oui. Et alors, quelles sont vos réactions aujourd'hui dans cela? Je trouve que les autorités allemandes sont plus efficaces que ce que nous verrons après, les autorités anglaises. Car il y a comme un dessin général dans la propagande, c'est-à-dire on voit l'Europe de l'ordre nouveau allemand. Ça commence justement avec le rapprochement avec la France. De l'autre côté, il y a la ville avancée allemande de Lublin. Et puis, on voit la jeunesse hitlérienne, la jeunesse allemande, où on souligne qu'il n'y a pas de différence de classe. Il y a le fils de l'ouvrier, le fils du paysan, le fils du grand industriel. Et ça donne justement une idée de ce que l'Allemagne nazie voulait présenter, de ce qu'elle était, de ce qu'elle voulait faire. Tandis que les actualités anglaises que nous verrons maintenant, je crois que c'est plus décousu. Je ne sais pas. Ils ont beaucoup de choses à présenter, car il y a la victoire de Sidi Barrani, il y a la Grèce, il y a Taranto surtout, mais c'est moins bâti, c'est moins... Oui, il n'y a pas, au fond, une idéologie, il n'y a pas l'idéologie qui donne la cohérence aux premières. Et peut-être c'est plus... Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour nous Oui. maintenant, mais à l'époque, je ne sais pas. Où était l'efficacité? Oui. On va voir les Anglais. Alongside the flag of Admiral of the Fleet, Sir Charles Forbes, is broken the flag of Admiral Tovey as he comes aboard the flagship of the home fleet. The newly appointed Commander-in-Chief is greeted by his predecessor and introduced to the officers. A momentous occasion comparable to Beatty taking over from Jellicoe in 1916. As the hour of departure arrives, Sir Charles takes leave of his officers. His successor, with 40 years in the Navy to his credit, played an heroic and distinguished part in the last war of the Battle of Jutland. In his new high office, Admiral Tovey takes command of the Royal Navy stationed in home waters. At the masthead, his flag now flies. Sir Charles Forbes' flag is lowered as he goes down the gangway to his barge. The ceremonial occasion is over. Admiral Tovey is now guardian of the North Atlantic, the North Sea, and the English Channel. Another historic incident in naval history ends with the final salute. Synthetic warfare at the indoor gunnery school of a training center for tank crews. The skeleton gun turrets simplify instruction as the guns are sighted on miniature targets. Scale model landscapes accustom the gunners to range finding and sighting. 900 men, fire! From the classrooms where plaster models help the embryonic marksman, the crews pass to the more realistic training on the ranges. A big formation of tanks moves off over the brow of a hill, scorning the mud and obstacles of a well-beaten training ground. From out the cover of a fringe of trees they come, with guns opening up as gunners see their objectives in their gun sights. A view from the top of a tank as tracer shells find their target. These are the heavily armed land cruisers of the battlefield. Swift and deadly, they are one of the most successful weapons of modern warfare. And there's nothing more modern than this war. Off the Northumberland coast of the ancient church on Holy Island, Mr. Cromarty brings his daughter Mary on her wedding morn. 4 times the war cancelled the ceremony, but now she's tied up like the bell in the tower. Able seaman James Douglas leaves St. Mary's with his childhood sweetheart, now his wife. One of the island's 200 inhabitants presents a good luck token as bride and groom set off to observe several quaint traditional rites. First comes the petting stone, which has to be leapt over by the bride. Whoops, a blinking daisy, she's over. Now, beneath a volley of shots from half a dozen guns, the couple walk down the street scattering coppers to the village children.
The tax collector's there in short pants. At the wedding breakfast, a plate with a slice of cake is broken over the bride's head. Try bouncing a plate off your wife's head and see how you get on. Torn from its moorings during a gale, this floating refuge for Nazi airmen shot down in the Channel came ashore on the southeast coast. General Luftzeugmeister. You don't speak it, you gargle it with plenty of salt water. Numbers of these life buoys are anchored off the French coast and act as casualty stations for German airmen who crash in the soup after battles over England. Inside, they're fitted with bunks, medicine supplies, a signaling system and stores of food. The one big error they've made is to paint the Red Cross on them. The Boche might start machine gunning them by mistake. Le sujet que nous allons voir maintenant, c'est le bombardement de Londres, et des images terribles, mais des images qui sont muettes. Le son ne nous est pas parvenu. Et comme on a convenu qu'à Histoire parallèle, on montrerait l'intégralité des actualités, eh bien, les spectateurs vont voir ce sujet sans aucun son. Voilà, tel qu'il a été filmé. On peut d'ailleurs voir à cette image que les affirmations sur lesquelles les Allemands ne bombardaient que les lieux stratégiques et peut-être, elles aussi, de la propagande. De cause de la défaite de la bataille d'Angleterre. C'est une des causes de défaite de la bataille d'Angleterre, effectivement, parce qu'à vouloir simultanément détruire les objectifs stratégiques et épouvanter les Anglais, ils ont perdu sur les deux tableaux. Sidi Barrani, now well and truly in British hands, becomes a base for assembling the great mass of captured Italian war material. Our own dispatch riders take an interest in some motorbicycles left behind in the flight of Graziani's men. On the sandy beaches are marshaled many of the thousands of Italian prisoners awaiting transportation to internment camps. The men and material which have fallen into our hands are colossal. These pictures afford only a meager idea of the continuous stream of defeated and disheartened troops, which flows mile after mile into captured territory. On the coastal road, British Tommies pass a monument erected by Mussolini when he thought he held Sidi Barrani for keeps. What's he going to build now he's lost it? Out of the 38,000 prisoners taken in the British victory over the Italians in the Middle East, 24,000 were Italian regulars. Let old Codface put that on a monument. Sidi Barrani, c'est l'un des points importants de cette période, car c'est la première grande défaite de l'armée italienne en Afrique. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que les Italiens n'ont pas su profiter. Graziani a raté la possibilité d'une attaque contre les Anglais, qui étaient très faibles à ce moment-là. L'aviation anglaise était faible car elle devait défendre l'Angleterre de la bataille d'Angleterre, justement. Et il est arrivé que les Anglais, avec 30 000 hommes, ont pu vaincre une armée beaucoup plus forte, arrivant à faire 140 000 prisonniers. Vous comprenez, c'est quelque chose de... Et on a eu connaissance de cette disproportion et de cet échec. Ah oui, on a eu connaissance, et je crois que c'est vraiment c'est alors qu'on a commencé à comprendre que la guerre n'était pas bref, c'était un blitzkrieg, ce n'était pas un blitzkrieg, c'était une guerre longue, difficile, et que l'Italie n'avait pas la possibilité de durer. De gagner si vite qu'elle le croyait. Ouais. Ouais. Bien, on va voir un autre lieu où l'armée italienne a été repoussée, vaincue même, la Grèce. The launching of a battleship is a sight to quicken the pulse of every Britisher. The King and Queen, accompanied by Mr. Churchill, make their way up the ramp leading to the platform amid tumultuous cheers. Lying on the slipway, in a maze of chains and steel horses, is the naval recruit. Before the big moment, their Majesties acknowledged the reception,
given to them by the men who have built this mighty warship for the British Navy. The great bulk of the battleship dwarfs the men and machines which made her. While the christening paraphernalia is got ready, a presentation is made to Her Majesty of a bouquet of flowers and a souvenir of the historic occasion. May I also have the permitted to bring you a small souvenir of the occasion? Little box. Thank you so much. Very lovely. Now the great floating fortress becomes a living thing as Her Majesty names her. I name this ship Duke of York. May God bless her and those who sail in her. Against the armor-plated bows is broken a bottle of champagne, and the 35,000-ton monster begins her journey down the slipway to the sea. The miles of launching chains run out, and amid the cheers of Britain's shipbuilders, Duke of York glides to her natural element. But Mr. Churchill is shy. A ship of majesty and a pride forever, she joins her sister ships in the mightiest navy in the world. And as their majesties depart, it gives us a grand feeling to know that Britannia still rules the waves. RAF men cheer the return of HMS Illustrious as the 23,000-ton aircraft carrier returns to base after the victorious attack on Taranto. On board a destroyer of the Royal Australian Navy, we head out to sea from Alexandria to escort a convoy of cargo ships. An opportune moment to check over the destroyer's teeth, including a captured Italian breeder quick-firing gun mounted on deck. And there's the convoy. The lookout scans the hello, trouble ahead. An Italian plane coming into attack. From the bridge, the alarm is given and every man springs to action stations. Right. The Wasps are trying an aerial torpedo and machine gun attack, and they're keeping well away. They feel safer. They don't fancy the gunfire. It's all over, folks. Nice smooth trip, wasn't it? Convoy and escort make Malta to schedule, and that's just what the Navy intended. Members of the Greek National Youth Organization hand out comforts to Greek soldiers entrained for the front. They're in high spirits as they set off to help drive the Italians still further back into Albania. Gallant little Greece has covered herself with glory. Into Athens come Italian prisoners with the stuffing knocked out of them and about as cheerful as a tin of worms at a fishing party. Army barbers get to work with their hair clippers, and soon you don't know whether it's heads or tails. The next thing is fumigation, if a WAP can be improved by fumigation. Ever since they were inspected by Mussolini, they felt lousy. A cigarette after decontamination helps to put Roman noses back into joint. At last, they don't have to scratch around for things. It's mealtime, and that means a nice Greek hot pot. And it's the same in Egypt. In a headlong flight back into Libya, tens of thousands of Italians have been captured by British troops in the Western Desert. An indescribable medley representing the shattered remains of 3 divisions. Gosh, and to think that once they handed out ice cream wafers. Lunchtime for the rank and file. Every prisoner is served with his ration of food, and they're always ready to line up for their issue of something to stop the tummy rumbles.
A British bomber lands at a desert aerodrome bringing 3 Italian generals and their staffs, who were captured before they had time to hand in their resignations. They're met by British officers and interpreters. They were taken when Sidi Barrani fell into our hands and include General Sebastiano Gallina, General Armando Pescatore, and General Mezzani. Sufficient to go on with anyway. But even fascist generals have been known to feel hungry, so they're escorted across the airfield to the officers' mess for lunch. In due course, the Italian brass hats are instructed to fill in their prisoner of war forms, a formality which appears to exercise their brains. Still, you can always look over the other bloke's shoulder. What? Queuing up for food again? Ah, but these are the lesser big shots, other commissioned officers who, although they're without a mess, are in a bit of a mess just the same. A high barbed wire enclosure fences off the compound for native troops. These are Libyan soldiers who just sit around in mobs and think what suckers they were to fall for a big stiff like Muzzo. I suppose there is a certain amount of rugged beauty about them, but personally I find their choice of headgear more interesting. Anyway, it makes you think. For them, the war is over. With so much sand about, they should have brought their buckets and spades. Prisonnier italien fait en Tripolitaine, en Cyrénaïque, prisonnier italien de Grèce. Comment la défaite de l'Italie en Grèce a-t-elle été vécue? Je crois que c'est vraiment le début du grand tournant de la guerre, car c'est alors qu'a fini la guerre parallèle. C'est-à-dire Mussolini n'a pas pu continuer à faire sa guerre personnelle contre, c'est-à-dire la volonté d'Hitler. Il a dû s'adapter à la volonté d'Hitler, car les Allemands ont pénétré en Grèce et les Allemands ont envoyé en Libye l'Africa Corps de Rommel. Et encore, il faut dire que c'est alors qu'a commencé parmi les troupes, parmi l'armée, surtout parmi les troupes alpines qui, après, ont combattu contre l'URSS, à se répandre un esprit antifasciste. Car on a vu que le régime fasciste n'était même pas capable de continuer de faire une guerre qu'il avait provoquée. Vous savez très bien que Mussolini avait voulu casser les rênes à la Grèce, et il a peu manqué que les Grecs n'arrivaient en Albanie et chassaient les Italiens de l'Albanie. Mais est-ce que les Italiens ont conscience de ce début de divorce avec les Allemands? Tout à fait. Déjà à cette date. Je crois de pouvoir dire que c'est très près la campagne de Grèce et l'agression à l'URSS de l'Allemagne. Et on a encore cru que peut-être Hitler allait vaincre en URSS, mais quand on a vu à la fin de l'année déjà que la guerre continuait, on a commencé à se demander, à s'interroger, mais même parmi les cercles dirigeants, s'il ne fallait pas renverser Mussolini, le liquider. C'est déjà un problème de 1942. Bon, mais alors ça n'est donc pas seulement l'antifascisme qui se développe, mais aussi l'opposition à ce type de guerre et à la politique de Mussolini. Oui, il faut dire que peut-être c'est plutôt un sentiment qui se répand dans la population, ce n'est pas encore une conscience politique. C'est-à-dire, on voit qu'il faut la finir avec le fascisme. Il n'y a pas encore des organisations assez fortes, assez structurées. Elles vont commencer quand à se structurer? Seulement avec les grandes grèves de 1943, à Turin, à Milan, et pas avant. Pas avant. C'est donc la défaite militaire qui va provoquer la montée de l'antifascisme et ensuite la conjonction. La conjonction entre les forces antifascistes, même la gauche et la droite, car dans la résistance, même les monarchistes ont combattu. Oui. Vous savez, on sait peu de choses sur l'histoire intérieure de l'Italie à cette époque, en France. Du moins, les Français l'ont mal connu parce qu'ils ont été d'abord très en colère contre le coup de poignard dans le dos de 1940, bien sûr. Ensuite, on a connu ces faits, ces défaites italiennes, mais ce qui s'est passé après, hors la chute de Mussolini, ne nous était pas très connu. Oui.
il faut dire que justement ça a été ça mûrir lentement le sentiment de la population, mais on voit qu'en 1943, après l'armistice, on voit déjà les forces de la résistance très formées, très préparées. Oui. Et ce qu'on ne sait pas alors en France, et ça faut le dire, et il faut le dire plusieurs fois, c'est que après le retournement de l'Italie et la chute de Mussolini, les Italiens auront plus de morts dans la lutte contre les Allemands qu'ils n'en ont eu pendant la guerre. Pendant la guerre. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous poser une question. Comment la population a-t-elle évolué dans ses sentiments vis-à-vis des Français et des Anglais d'un côté, puis des Allemands? Comment est né le sentiment anti-allemand? Est-ce qu'il date de 41, 42? Peut-être 42. 42, c'est-à-dire pendant la guerre en Russie, pendant la grande retraite en Russie surtout, après Stalingrad, car les Allemands ont laissé les Italiens se débrouiller, et même les ont attaqués mais pour enlever les camions et tout ça. Et alors c'est vraiment qui a commencé la haine contre l'armée allemande, et le sentiment s'est répandu même dans la population italienne qui a connu ces détails. Mais pas en 41, pas en ce moment où nous sommes. Non, à ce moment-là, non, pas encore, car on n'avait même pas des idées sur l'Allemagne et sur les Allemands en Italie, car oui, il n'y en avait pas en Italie à ce moment-là. Mais le fait que les Allemands aient aidé 2 fois les Italiens, en Grèce et en Libye. Évidemment, ça a pu être de quelque façon une aide pour la propagande fasciste. Nos alliés sont importants, nos alliés nous aident. Ça n'a pas été ressenti comme une humiliation? Non, dirais-je que non. Pas encore? Pas encore, pas encore. Eh bien, on vous remercie, Corrado Viganti, parce que cet éclairage sur les sentiments des Italiens pendant cette guerre, à cette date, nous était en France totalement inconnu. C'est moi qui vous remercie.